Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce journal. Il est 18h, vendredi 9 avril. Au programme ce soir, nous partirons du côté du plateau de Bourgard. Son avenir divise. La municipalité de la Clusaz entend y construire une importante retenue collinaire pour stabiliser l'approvisionnement en eau du village. Des collectifs et associations s'y opposent. Concertation publique, pétition, la mobilisation se poursuit. Nous referons le point avec Emmanuel Jaude. Le Covid a précipité son retour dans l'entreprise créée par ses arrière-grands-parents. Romain Millet dirige le groupe du même nom depuis 4 mois. Un retour aux sources pour l'Annécien, son parcours et ses défis s'est confié à notre caméra. C'est notre long format du jour. Et 10 km, c'est peu mais parfois assez pour faire une belle rando. Emmanuel Jaude nous propose un topo du côté du Salève à la fin de ce journal. La concertation publique préalable s'est terminée début février, mais la mobilisation ne faiblit pas depuis. Lancée il y a 2 semaines, la pétition qui demande l'annulation du projet de retenue collinaire sur le plateau de Bourgard dans les Aravis a déjà récolté plus de 45 000 signatures. Parmi ces signataires, des membres de collectifs, d'associations et des habitants. Certains se sont notamment réunis cette semaine pour évoquer l'avenir de cette zone classée Natura 2000. Emmanuel Jaude les a rencontrés. Le plateau de Beauregard attire en ce moment l'attention de nombreuses associations. En cause, une enquête publique préliminaire en vue de la construction d'une retenue collinaire. Un projet contre lequel se sont fédérés de nombreux habitants. C'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, d'autant plus qu'au niveau du plateau de Bourgard, ce sont des terres et des alpages qui sont protégés via les lois montagne et Natura 2000 depuis 2003. Une association, une AFP, avait été créée il y a plus de 30 ans maintenant par Jean-Bernard Chalamel, qui était le maire de Thônes, pour protéger le plateau de Bourgard. Et on a été mis mais vraiment au pied du mur et devant le fait accompli il y a 3 mois sur un projet qui était totalement ficelé, avec un écocide qui est absolument mais impossible à supporter. Un ouvrage qui bénéficierait à la production de neige de culture comme aux habitants avec un tiers de sa capacité destinée à alimenter le village en eau potable. Des arguments peu convaincants pour les signataires de la pétition qui a récolté en 2 semaines pas moins de 45 000 signatures. Notre crainte par-dessus tout, c'est que ce projet, c'est la porte ouverte à d'autres projets futurs qui viendront aussi en dégradation de l'environnement et qui n'apporteront rien au développement touristique 4 saisons. Il ne nous semble pas raisonnable à l'heure actuelle de s'engager dans des perspectives comme ça où tout le monde en pâtira alors qu'on a des atouts remarquables. De son côté, la municipalité n'a pas encore souhaité s'exprimer, privilégiant l'analyse des avis émis sur la concertation publique. Des retours mettant dans la plupart des cas en cause l'impact environnemental. Le problème que pose spécifiquement ce projet-là, c'est d'avoir lieu sur une zone qui est particulièrement remarquable en termes de biodiversité, que ce soit pour la faune ou pour la flore, et qui est directement sur une tourbière. Donc nous, ça nous pose évidemment question. C'est des zones qui ont été classées en APPB ou en SNIEF. Donc on est très étonné de voir sortir un projet sur une zone comme ça et qui est reconnu remarquable par tout un ensemble d'acteurs. Reste maintenant à attendre le retour de la concertation publique prévue pour le 29 avril. Une date à partir de laquelle se dessineront les orientations du futur du plateau de Bourgard. Les 15e journées européennes des métiers d'art se tenaient toute la semaine cette année. Malheureusement, les organisateurs ont dû annuler les traditionnelles ouvertures d'ateliers des artisans. Une trentaine devaient y participer en Pays de Savoie. Quelques rendez-vous sont tout de même proposés en ligne. Jean-Paul Crespi s'est rendu dans l'un d'entre eux, à Villagrand, dans l'atelier du vitrail du Léman. Rencontre donc ce soir avec une maître verrier qui avait prévu d'ouvrir son atelier aux curieux. À la croisée des arts et de la technique, le vitrail est l'art de sculpter la couleur et la lumière. Dans son atelier, la vitrailliste revendique son savoir-faire de maître verrier. Son talent, elle le révèle lors de ses travaux de conservation et de restauration du patrimoine. Des travaux qu'elle exécute avec patience, tant les origines du vitrail sont mystérieuses et les techniques puisées aux sources de l'histoire des arts. Et comme par le passé, elle assemble au plomb des verres plats, parfois enrichis de motifs peints, appelés grisailles. Ces travaux de création, quant à eux, sont souvent atypiques, même s'ils sont évocateurs et témoignent de la richesse d'un travail d'exception. C'est une magie, c'est une ambiance. Le vitrail, c'est d'abord le travail de la lumière, qui est peut-être le terme qui suit le vitrail depuis le départ, depuis le début. On travaille toujours avec la lumière. Quand on peint, quand on choisit les couleurs, la magie, c'est la lumière.
Passeuse de savoir, elle forme depuis de très nombreuses années les futurs professionnels du vitrail et leur transmet sa passion, sa technique et son savoir-faire. Ce sont les professionnels de demain. S'il n'y en a pas, qu'est-ce qui se passe? On va tout perdre. Ils ont envie de s'inscrire dans quelque chose de plus profond, de plus ancré sur notre territoire, qui est ces savoir-faire qu'il ne faut pas perdre. Ne serait-ce que parce qu'il faut continuer à restaurer les ouvrages et les œuvres d'art que nous ont transmis nos pères, parce que tous les X ans, il va falloir continuer à restaurer pour faire perdurer ces témoignages. Du vitrail traditionnel ancestral au plomb, au vitrail au ruban de cuivre, dit Tiffany, de la peinture sur verre au vitrail à la dalle de verre, du fusing au thermoformage, Marie-Dominique ne cesse d'affirmer son identité par son travail des couleurs et des transparences. Un artisanat d'art qu'elle défend avec obstination, au risque de perdre un savoir plus que millénaire. Prudence sur la route avec l'arrivée des beaux jours. Les 2 roues sont de sortie et sont particulièrement exposées. Les 3 dernières victimes de la route en Haute-Savoie étaient des 2 roues, indique la préfecture. 38% des personnes décédées depuis le début de l'année aussi, alors qu'ils représentent moins de 5% du trafic. Les 2 principales causes de ces accidents mortels sont la vitesse et l'inattention. Et puis cette info du côté d'Annecy, la ville a décidé de rendre gratuit quelques parkings le temps du 3e confinement pour faciliter le télétravail. C'est le cas notamment du parking Courrier. Jusqu'au 2 mai, il faut présenter un justificatif de domicile à l'agent d'accueil du parking. Les parkings Tillier, Brise-Glace, Marquisat et Colmire sont aussi gratuits pour les habitants de la vieille ville. Les zones bleues sont suspendues à Sénaux, Champfleury, Crangevrier sur le parking Corus et à Mété au parking souterrain Jean Jaurès. Je vous le disais en titre, après 19 années passées à la direction générale de Millet, Frédéric Ducruet a passé la main à Romain Millet au mois de décembre dernier. Il est l'arrière-petit-fils des fondateurs de l'entreprise, Marc et Hermance. Eux avaient commencé en 1921 en fabriquant des sacs à provisions pour les clients de leur épicerie avant de s'installer à Annecy. C'est après 1945 que leurs 2 fils ont développé, aux côtés de Louis Lachenal, les premiers sacs à dos que cet alpiniste hissera pour la première fois à plus de 8000 mètres au sommet de l'Annapurna. C'était en 1950. Une histoire liant économie et alpinisme que Romain Millet a donc rejoint récemment. Nous l'avons rencontré, c'est notre long format du vendredi. Il est arrivé après 2 tempêtes, celle du Covid et celle du plan social, douloureux pour les équipes avec la vente d'Eder. Dans un climat un peu plus apaisé, Romain Millet, aux commandes depuis décembre, s'affiche serein. Malgré son nom, son arrivée à la tête de l'entreprise créée par ses ancêtres n'était pas forcément écrite. Romain Millet avait choisi la Chine depuis 5 ans, le prêt-à-porter, puis l'horlogerie avec le groupe LVMH. Et quand le Covid est arrivé, en effet, avec ma famille, nous sommes rentrés fin janvier en France, puisque le Covid avait touché Wuhan à la fin du mois de janvier en Chine. Et depuis ce temps-là, ma famille est restée ici. Moi, je suis reparti en Chine, j'ai été bloqué longtemps, et ça m'a amené à beaucoup de réflexions, et notamment une recherche de sens. Je vivais une expérience assez incroyable en Chine et notamment chez LVMH. Mais la séparation de la famille, de ma culture, de mes bases, en gros de mes racines, m'a amené à pas mal de réflexions. Le Covid m'a amené à ça. Voilà. Et du coup, j'ai recherché du sens et plein de planètes se sont alignées, notamment une discussion avec mon prédécesseur, Frédéric Ducruet. J'ai beaucoup de respect et d'admiration, avec qui j'étais en contact et qui m'a dit qu'il avait décidé de faire autre chose et qui m'a demandé si je pouvais lui succéder. Je trouvais que c'était une belle histoire. Un retour aux sources donc pour l'Annécien qui a aussi occupé plusieurs fonctions dans le groupe La Fuma de 2005 à 2013. Romain Millet retrouve un groupe de 720 personnes réparties dans le monde, dont 190 au siège à Annecy. Un chiffre d'affaires fragilisé par la crise sanitaire aussi, 78 millions d'euros en 2020 contre 89 en 2019. Mes arrière-grands-parents ont créé cette entreprise. Elle a été... Son développement s'est accéléré dans les années 60-70 par mon grand-père et son frère, René et Raymond. Et puis on décidé de vendre l'entreprise. Au milieu des années 70, moi j'étais pas né. Donc c'était pas vraiment ma destinée d'une certaine manière. Donc pour moi, Millet, c'était des belles histoires de montagne sur les genoux de mon grand-père quand j'étais petit. Ça pourrait paraître risqué de prendre des décisions qui sont drivées par l'émotion aussi, c'est le sens de votre question. Et c'est un bon point, mais en réalité, c'est juste que je prends beaucoup de décisions sur le long terme. Je pense beaucoup
pas à demain, mais à après-demain. Et je dirais que le lien émotionnel, il me permet cela. Les projets sont nombreux. Une gamme de sacs à dos 100% recyclés dans un an, l'intégralité de matériaux éco-responsables utilisés pour les 2 marques d'ici 4 ans, un service de réparation renforcé. 2500 produits endommagés retrouvent déjà une seconde vie dans les ateliers chaque année. Je ne suis pas uniquement dirigeant de Millet, je suis aussi vice-président à l'OSV. Et donc on représente une grosse partie d'industriels du monde de l'outdoor. Et donc à court terme, oui, je suis inquiet pour un certain nombre d'entre eux. Parce que des magasins se ferment, pour des questions d'emploi, de savoir-faire qui pourraient disparaître. Voilà. Donc oui, il y a une inquiétude à ce niveau-là. Une seconde inquiétude qui est le lien social dans l'entreprise. Concrètement, l'entreprise joue ce rôle-là aussi. On a beaucoup de salariés qui nous disent c'est dur d'être toute seule à la maison en télétravail. À moyen terme, je suis plutôt confiant. Je suis confiant à partir d'une condition qui est que, évidemment, on ne revienne pas à la normalité de 2019. Il faut apprendre aussi. C'est dans les crises qu'on apprend. Et typiquement, sur le développement durable, je crois qu'on a appris pas mal de choses. Il y a eu des décisions qu'on a prises pour prolonger les collections, donner plus de temps aux produits. Enfin voilà, je pense que c'est des choses qui ont fait du bien à la planète et je crois qu'ils sont beaucoup plus saines en termes de gestion d'entreprise. Ensuite, moi, et c'est sûrement mon volet très chinois, j'aime bien planifier à encore plus long, quoi. Les Chinois, vous savez, ils planifient en 2040, en 2050. Et pour moi, il y a 3 thématiques qui doivent nous animer à très long terme. Le premier, justement, c'est la relation avec ses consommateurs, comprendre qui ils sont, comment ils évoluent. Le deuxième point, c'est l'innovation, ce qui est vraiment dans l'ADN de nos marques, plus avec un axe éco-conception pour la FUMA, avec un axe extrêmement technique dédié à la pratique, à l'exploit en montagne avec Millet. Et je crois que post-Covid, ceux qui s'en sortiront seront ceux qui sont innovants. Ça ne veut pas dire créer le concept car dont personne ne se servira, mais créer quelque chose qui va rendre service aux consommateurs. Et donc ça, c'est un projet qu'on doit nourrir constamment pour être vu comme les marques les plus innovantes sur notre marché. Et puis, le troisième point, c'est le développement durable. Je l'ai partiellement dit tout à l'heure. Il faut qu'on se fixe des ambitions très claires là-dessus. Nous, on a décidé d'être régénératif en 2030. Est-ce que ce sera 2031? Est-ce que ce sera 2029? On verra. Mais ce qui est important, c'est de le dire, parce que si on ne le dit pas, on ne le fera jamais. Le groupe, leader en France dans le top 3 au Japon, prévoit de s'étendre encore à l'international dans les prochaines années. Un enjeu, une responsabilité pour le représentant de la 4e génération Millet. L'entreprise fête ses 100 ans cette année. Fier de ce qui a été accompli par tous les gens qui ont accompagné Millet. Évidemment, le premier salarié qui était mes arrière-grands-parents, à tous les gens, tous salariés, tous les gens de l'écosystème, je suis fier d'eux, parce qu'il n'y a pas 50 marques qui peuvent fêter 100 ans. Il y en a, mais pas tous. Et souvent, une des raisons pour lesquelles, je trouve qu'une des fiertés qu'on peut avoir, c'est qu'on a réussi à accompagner plusieurs générations d'alpinistes. Et ça encore, c'était pas donné, quoi. Enfin voilà, c'était pas. Donc voilà, je suis fier. Et je pense que les ancêtres doivent être contents. Ensuite, les 100 prochaines années, c'est vachement dur comme question. Mais moi, j'ai qu'un souhait, c'est qu'on garde ces belles valeurs. Voilà, puisque je pense sincèrement, et je crois que la raison des 100 ans de succès, c'est un positionnement hyper clair. À chaque fois qu'on a essayé de sortir de ce positionnement, d'ailleurs, on s'est planté. Donc je crois qu'on est assez clair sur qui on est et à qui on doit parler et comment. Et c'est là où les valeurs jouent. Et voilà, si j'ai un souhait, c'est qu'on conserve ces belles valeurs. Du coup, il y a une forme de responsabilité. Bien sûr. Bien sûr. Mais quelle marque ou quel dirigeant ne doit pas être responsable dans le monde dans lequel on vit? Je crois que c'est encore plus vrai. Cette initiative du côté de Passy, le collège de Varins à Passy a décidé d'innover pour intensifier sa lutte contre le gaspillage. Un biocomposteur a été installé dans la cuisine de l'établissement scolaire. Cet appareil va transformer et réduire les déchets alimentaires organiques, qu'ils soient d'origine animale ou végétale, jusqu'à 90%. On écoute à ce sujet Raphaël Coudouré, le principal du collège. Il répond aux questions de Marine Schneider. Le principal intérêt, je crois, c'est
c'est d'abord d'avoir une réduction de déchets supplémentaire, malgré tout ce qui est déjà entrepris dans ce sens-là. C'est ensuite, comme je le disais, c'est d'entreprendre une démarche pédagogique d'éco-responsabilité. Et surtout aussi, le collège de Passy a été précurseur dans beaucoup de choses au niveau sportif, au niveau du département, comme le savoir skier, comme le PSC1 pour nos élèves de 4e. Donc on se dit que nous pourrions à nouveau être précurseurs dans cette démarche de développement durable par rapport aux autres collèges du département. Je suppose qu'on doit être sur une moyenne de 40 kg de déchets quotidiens, sachant que nous avons jusqu'à 680 élèves qui mangent chez nous tous les jours. Et donc 40 kg de déchets, ça veut dire que la machine va produire 4 kg de matière organique et on va diviser par 10 le poids. Et en plus, ce ne seront plus des déchets, ce sera une matière organique qui va servir à quelque chose, qui va servir aux gens qui souhaitent le récupérer et aussi aux communes environnantes, Passy, Saint-Gervais et bien d'autres pour les espaces verts. On glisse doucement vers le week-end, un énième week-end de confiné. Vous le savez, nous avons 10 km pour nous déplacer librement, sans contrainte de temps et de justification. Alors si vous habitez dans ce cercle de 10 km autour du Salève, voici une idée de rando pour les prochains jours. Pour les autres, ce sera pour les prochaines semaines. Emmanuel Jaude vous propose aujourd'hui un topo sur l'un des très nombreux itinéraires existants dans le Grand Salève, le sentier des Étiolets. Il a beau être réservé à des montagnards aguerris, il émerveille depuis de nombreuses années tous les pratiquants qui s'y sont frottés. Emmanuel Jaude s'est laissé prêter au jeu et il nous emmène. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau topo rando. Aujourd'hui on part à la découverte d'un des innombrables sentiers du Salève, direction le secteur des Étiolets. Une balade assez aérienne et réservée donc aux bons montagnards avec un pied sûr car vous allez le voir, le vertige est au rendez-vous tout au long de cette sortie. Sur la face ouest du Grand Salève, l'itinéraire des Étiolets est un sentier d'approche connu de nombreux grimpeurs, mais son atmosphère aérienne en fait déjà une belle sortie à part entière. Côté T6, soit en tant que randonnée alpine difficile, exposée et comportant des passages d'escalade, le cheminement vertical est donc réservé à un public averti. Depuis le parking au pied de la face, sur la commune de Collonges-sous-Salève, un large sentier s'enfonce vite dans la forêt. Derrière les blocs d'escalade, on passe à droite de la roche fendue, continuant de monter assez logiquement pour arriver jusqu'au fameux gros câble vertical, synonyme de l'entrée du cirque des Étiolets. Une ligne de vie mène assez rapidement au début des crêtes, mais avant de s'y attaquer à proprement parler, il faut repartir sur la droite et grimper à la verticale de la plaque indiquant les vires Bütikofer, secteur d'escalade incontournable du massif. Reste une paroi de 5 mètres dans le 4e degré pour gagner une chaîne verticale. Juste au-dessus, le sentier se poursuit sur les arêtes, flirtant avec le vide. Dernière difficulté, la typique paroi du fromage, qu'il faut grimper par ses iconiques trous et ainsi gagner le sommet du cirque des Étiolets. Si plusieurs variantes sont possibles, la patine de la roche est un très bon indicateur de l'itinéraire. Des anneaux d'assurage étant installés au niveau des difficultés, baudriers et cordes sont vivement conseillés pour assurer un deuxième de cordée hésitant. La montée se termine au lieu-dit du carrefour où se rejoignent de nombreux itinéraires. Pour la descente, le sentier de Chaffardon part sur la droite, bien que plus facile, il faut toutefois rester vigilant à ne pas glisser. Avec ses 365 mètres de dénivelé, le sentier des Étiolets se fait à la demi-journée. Il ravira, j'en suis sûr, tous les amateurs de randonnée vertige. Voilà, c'est à ce fameux carrefour que je vais vous laisser. Vous l'aurez compris, une randonnée assez aérienne, mais qui en vaut la chandelle. Nous, on se retrouve très bientôt sur d'autres itinéraires. D'ici là, prenez soin de vous et prudence en montagne.
Et un grand chapeau à Emmanuel Jaude qui est seul pour réaliser ce topo rando qui fait donc les allers-retours. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est la météo de Thierry Paume. Juste après, on se retrouve pour notre magazine du vendredi en tête-à-tête. Découvrez ou redécouvrez ce soir notre rencontre avec Gaylord Pedretti, le créateur du High Five Festival. Lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Victoria Lopez pour le journal. Passez une très belle soirée, un week-end plein de douceur.